Bienvenue dans The Wishing Well, le podcast qui aide les femmes entrepreneuses à concilier leur vie pro et perso sans s'oublier en chemin. Je suis Eugénie, coach en équilibre de vie et ici, on parle santé mentale, gestion des émotions et art de poser ses limites pour entreprendre avec sérénité. Installe-toi, respire et laisse-toi guider. Hello everybody et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wishing Well podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'expériences numineuses. Et oui, numineux, c'est un terme que je n'avais jamais rencontré avant de suivre la formation archétypale d'Elaï. Elaï qui est astrologue et storytelleuse et qui nous parle dans son introduction, dès son introduction de programme, du numineux. Alors, le numineux, je crois qu'au fond, on sait tous ce que c'est. Mais on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Je suis donc allée chercher la définition de numineux auprès de mon ami ChatGPT. Et je vous la lis. Le terme numineux vient du latin numen qui signifie divinité ou présence divine. Il désigne une expérience du sacré, du mystère ou du divin, souvent accompagnée d'un sentiment à la fois d'attirance et de crainte. Alors, Elaï nous le dit très bien dans sa formation, dans le monde anglo-saxon, il y a un mot qui se dit « oh ». Je crois que je le prononce pas très bien, malgré mes 10 ans de vie en Angleterre. « oh », A-W-E. « Oh », une expérience, to be in awe, être en... Oh là là. Encore une fois, je me confronte à ce problème de traduction. Quelle serait la traduction idéale en français pour décrire ce mot qui, selon moi, n'a pas vraiment d'équivalent entre les deux langues? To be in awe, être en admiration devant quelque chose. Oui, mais awe, c'est une admiration tellement forte devant un phénomène tellement puissant, tellement sacré, qu'il nous redonne notre proportion dans le monde, on va dire, et nous fait craindre en même temps qu'il nous fait admirer. Alors, des expériences de cet ordre-là, donc un peu des expériences sacrées, on peut dire, elles peuvent être, nous dit notre ami, comme d'habitude, ChatGPT, des expériences liées au mystère, au sacré et à la transcendance, qui peuvent survenir dans des contextes religieux, spirituels, artistiques ou même naturels. Les exemples qu'il me donne sont par exemple dans les expériences spirituelles et religieuses, les apparitions mystiques, un pèlerinage intense, une révélation soudaine. Dans les expériences de la nature, nous avons face à une tempête ou à une aurore boréale, une forêt ancienne ou un sommet de montagne, l'immensité de l'océan. Et dans les expériences artistiques et culturelles, nous avons la contemplation d'une œuvre d'art, une pièce de théâtre ou un film bouleversant. Et pour finir dans les expériences psychologiques et intérieures, un rêve puissant ou une vision intérieure, une méditation profonde ou une expérience de mort imminente. Alors, pour en revenir au monde anglo-saxon, être in awe devant quelque chose, être en émerveillement devant quelque chose, on a compris qu'il y avait ce sentiment de oh, « c'est magnifique » et en même temps « j'en ai peur ». Ça nous a donné le mot « awful », plein de « awe » et plein d'admiration, si on devait le traduire du coup en français. Traduit tel quel en anglais, « awful », c'est une expérience horrible, vous voyez, qui est pleine d'intensité, qui est immense et pleine de crainte. Donc c'est pas tout à fait la même approche, on va dire, entre le monde latin, le monde français, en tout cas dans le français contemporain, et le monde anglo-saxon, en tout cas dans l'usage anglo-saxon contemporain. Vous voyez, donc on est vraiment avec le numineux dans quelque chose de dimension telle que les opposés vivent ensemble dans l'archétype du numineux. Le très grand qui nous met en émerveillement et le très grand qui nous met en crainte totale. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que j'avais envie de vous raconter 3 anecdotes de ma vie qui, selon moi, traduisent 3 expériences lumineuses que j'ai eues. Alors, l'exercice est intéressant aussi pour vous. Peut-être que vous avez déjà des expériences qui vous viennent, qui sont de l'ordre du lumineux.
En tout cas, en ce qui me concerne, je voulais vous les partager également parce que récemment, un de mes posts les plus populaires sur mon compte Instagram, ça a été, contre toute attente, un extrait de podcast où je racontais cette expérience où j'avais trouvé une liasse de billets dans un wagon de train. Très récemment, puisque nous sommes en mars au moment où j'enregistre l'épisode et cette expérience m'est arrivée en septembre dernier. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart, et beaucoup moins d'1 an. Ça doit faire 6 mois d'ailleurs si je compte. Bon, je vais pas compter sur mes doigts, mais on est dans cet ordre-là. Et j'avais mis un titre sur cette reel qui disait « Le jour où la SNCF a fait de moi une femme riche » et je vous dis pas combien de vues j'ai fait. Alors que je m'y attendais pas du tout. Je poste des reels qui ont des contenus beaucoup plus denses que ça. D'habitude, là, on était sur une simple anecdote et finalement, je pense que j'ai touché à quelque chose qui appartient à la communauté, à l'expérience humaine, à savoir la fascination face aux coïncidences qui n'en sont pas, aux expériences extraordinaires de vie. Donc je me suis dit, en voyant les résultats de cette story, je vais en faire un épisode parce qu'en plus sur cette story, je ne vous raconte pas l'entièreté de cette expérience. Vous allez voir que c'est encore plus large que ce que je dis dans cette story de 1 minute, dans cette reel de 1 minute, et ce petit passage de 1 minute est déjà extraordinaire, mais ça fait partie d'un tout. Et je m'étais dit, effectivement, je vais en faire un épisode et de faire cette formation sur les archétypes avec Elaine et de tomber sur ce terme, le numineux, déjà m'a inspiré pour un projet professionnel et puis m'a donné envie d'étoffer cet épisode avec 1 ou 2 exemples supplémentaires pour proposer une étendue à l'expérience du lumineux qui sort de cette expérience unique que je vous ai décrite où je trouve un paquet d'argent dans une rame de train, quoi. Alors allons-y. Des expériences lumineuses, j'en ai eu, je pense, plusieurs, mais j'ai fait un choix de 3 parce que ça me semblait être important de pas trop en proposer et parce que 3 ça me semble raisonnable tout en vous montrant un petit peu un éventail de ce qui m'est arrivé moi dans ma vie. Et j'ai dû faire des choix, il a été plutôt facile à faire le choix. Mais voilà, je me lance. Je suis encore en train un peu d'hésiter là entre 2 expériences, mais je me lance. Je vais vous les faire en chronologie. Donc mon expérience de la SNCF arrivera à la fin de cet épisode. Je vais commencer avec l'exemple qui est le plus ancien, qui date de l'époque où je faisais mes études. Et c'est l'expérience que je suis pas réticente du tout à vous la partager. Ça, c'est plutôt la 2e expérience que je suis un peu plus réticente à partager, mais en même temps, je pense que c'est intéressant, voire nécessaire, que certaines personnes entendent ça aujourd'hui. J'hésitais à vous la partager parce que, c'est marrant, mon ego me disait, est-ce que c'est une expérience lumineuse suffisamment forte ? Ici, vous allez voir, je ne vous parle pas de pèlerinage, je ne vous parle pas de révélation, je vous parle plutôt d'expériences qui ont eu lieu dans le cadre de mon quotidien, où finalement je me suis retrouvée dans des situations où je me suis dit, ces coïncidences sont beaucoup trop aléatoires pour être de simples coïncidences, c'est pas possible. Et en vrai, je me le suis même pas dit comme ça. En vrai, je me suis dit, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi faire de ça, en fait. Je ne sais pas quoi faire de ça. Et quelque part, vous allez voir, avec ces 3 coïncidences, j'ai accepté l'invitation et je me suis laissée porter. Parce que chacune de ces, entre guillemets, coïncidences, mais du coup, appelons un chat, appelons-les pour ce qu'elles sont, ces expériences lumineuses ont été des seuils que j'ai traversés et qui m'ont emmené vers d'autres réalités de ma vie. Expérience numéro 1. Expérience numéro 1. Alors, je vais pas vous cacher que j'ai pas préparé cet épisode. Je voulais vous relater ces expériences de la façon la plus authentique, sincère possible à l'instant T. Donc, j'espère me souvenir convenablement de ces épisodes de vie. En tout cas, je les revis avec vous, en vous les racontant. Notamment celle-ci, qui est une expérience à laquelle j'ai pas pensé depuis un sacré moment. Donc, je viens de finir mon DUG à l'université. Non, attendez, on va faire mieux que ça. Je vais remonter encore en arrière. Vous allez voir comme les expériences lumineuses ne sont pas nécessairement juste un instant et comme elles sont tapissées dans des semaines, des mois, voire des années autour du point pivot de l'expérience elle-même.
Quand j'arrive en fin de lycée et qu'il faut choisir mon orientation, alors je sais plus trop comment ça se fait maintenant, mais en tout cas à l'époque, on avait dans la filière générale 3 choix. À partir de la première, il fallait choisir si on partait en option littéraire, scientifique ou économique et sociale. Et moi, à l'époque, je voulais faire une école de cinéma parce que je voulais travailler dans le cinéma. Donc, je faisais partie du club cinéma du lycée et je faisais pas mal de festivals, on faisait des courts-métrages, il y avait une bonne dynamique et voilà, je voulais faire ça, mais je voulais aller dans une école privée parce que je savais qu'à l'université, on n'avait pas accès aux machines. On n'avait pas de caméra, on n'avait pas de quoi faire des films, prendre le son, que c'était plutôt encore beaucoup théorie, qu'on était très nombreux. Et moi, je voulais vraiment rentrer dans le vif du sujet et créer de la production. Je voulais être cadreuse, spécifiquement. Vous voyez, le cadreur, la cadreuse, c'est la personne qui est derrière la caméra. Qui fait pas nécessairement les choix artistiques, hein, mais qui est à la prise d'image. Et donc, je commence à me renseigner sur les écoles après le lycée et je tombe sur une école qui, à l'époque, acceptait les étudiants qui avaient fait soit une filière S, scientifique, soit une filière économique et sociale, une filière ES, donc pas de littéraire. Moi, si j'avais écouté mon cœur à ce moment-là, je serais partie dans une filière littéraire parce que j'adorais lire, j'adorais par-dessus tout écrire. J'étais en train d'écrire un roman, j'en étais, je sais pas, à page 400, quelque chose comme ça. Mon prof de français avait même appelé ma mère pour lui dire faut absolument qu'elle parte en littéraire parce qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Si j'avais suivi uniquement mon cœur et pas mon projet de cœur, je serais partie en littéraire. Mais je me dis, bon, je suis vraiment nulle en maths. Je suis vraiment très nulle en maths. J'ai eu une prof charmante, mais qui m'a fait décrocher pendant quasiment 1 an et j'ai jamais pu rattraper au lycée. Et donc je me dis, si tu pars en filière S, Eugénie, tu n'as aucune chance, à moins de travailler extrêmement dur, une discipline qui, 1, ne t'intéresse pas et 2, pour laquelle tu n'as pas de prédisposition. Tu as très peu de chances d'obtenir ton baccalauréat. Si tu l'obtiens peut-être, mais en tout cas ce sera pas avec mention, donc tu n'auras pas un dossier brillant. Le moindre mal, ce serait quand même de partir en économique et sociale, et finalement c'est pas si pire, parce que j'étais à peu près bonne en tout, à part en maths. J'étais bonne en SVT, bon après on a arrêté la SVT à la fin de la seconde de toute façon, mais j'étais bonne en physique, chimie, voilà. Je me suis dit, les coefficients au niveau du bac étaient à peu près raisonnables entre toutes les matières, à peu près. Donc je vais partir dans l'économique et social. Donc je pars en bac économique et social un peu à contre-cœur. C'était un choix raisonnable mais un peu par défaut parce que le choix de cœur, ça aurait été littéraire. Bon. Et donc je fais une première économique et sociale, une terminale économique et sociale, je me spécialise en anglais renforcé, un peu par défaut également, ce qui me fait sourire aujourd'hui parce que si j'avais su à l'époque que ça allait me servir à partir à l'étranger, y rester pendant 10 ans et en faire mon pays de cœur et devenir bilingue et tout ça, vous me l'auriez dit, j'y aurais pas cru, vous voyez. Donc je fais de l'anglais renforcé parce que décidément, je peux prendre économique et social renforcé, je crois, mais là ça monte mon coefficient à 9, un truc impossible, ou maths, et là, bah non, pas possible non plus. Donc je me plante pas trop en m'estimant nulle en maths puisque j'ai 4 au bac, je crois, 4 sur 20 en maths, coef 5 quand même, hein, pas mal Eugénie, bravo, on l'applaudit bien fort. Mais bon, elle le savait, donc voilà. Heureusement, je me rattrape sur les autres matières, je me rattrape également sur les matières optionnelles, le théâtre, la danse, tout ça, merci. Et puis, je sors. Donc, j'ai fait 2 ans d'économique et sociale. Et au moment où je sors du lycée, où je pourrais donc rentrer dans cette école, les critères de sélection ont été mis à jour et il se trouve qu'ils n'acceptent plus les économiques et sociales, mais uniquement les scientifiques. Et là, mon rêve s'effondre. Je me rattrape aux branches un peu comme je peux et je pars à l'université, finalement, à Paris. Donc je fais les allers-retours tous les jours, je fais faire cinéma à Sancier. Donc je fais ça pendant 2 ans, j'obtiens mon DUG, et à la fin de mon DUG, je crois que ça n'existe plus maintenant les DUG, à la fin de mon DUG, je cherche à continuer mes études, toujours dans le milieu du cinéma, et je cherche une formation parce que je n'ai pas de fonds pour payer mes études, je cherche une formation gratuite, mais si possible dans une école où je puisse toucher à du matériel ou en tout cas être introduit dans le milieu assez efficacement. Et v'là-t-il pas que je tombe sur l'école des Gobelins et leur licence professionnelle en gestion de production dans le dessin animé et la vidéo. Et je me dis, c'est ça. J'écris
une super lettre de motivation, je monte mon dossier et je passe devant je passe la première étape pour passer devant le jury. J'arrive devant le jury, super motivée parce que je me dis c'est génial, non seulement c'est une école qui a une extrêmement bonne réputation, mais en plus les études sont gratuites, c'est une licence professionnelle donc je vais faire moitié école, moitié entreprise, et j'adore le dessin animé en fait, finalement, à y penser maintenant, alors c'était gestion professionnelle dans le dessin animé ou la vidéo, j'adore le dessin animé et la vidéo documentaire, j'adore ça aussi, donc c'est plutôt une excellente opportunité. Je passe donc devant le jury, j'avais amené mes dessins parce qu'à l'époque je dessinais également, même si je n'avais aucune ambition à être dessinatrice à ce moment-là. C'était plutôt l'ambition de mes 4-5 ans, vous voyez, mais après ça a un peu évolué. Et le jury est composé de 2 dames et d'un monsieur qui est le directeur à ce moment-là, je ne veux pas vous dire de bêtises, de l'école des Gobelins. Et ce monsieur est anglais. Et on me pose une série de questions, je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens pas des questions, je me souviens que le monsieur ne veut pas voir mes dessins parce que ce n'est pas pour faire partie de la classe de dessinateurs, donc ça ne l'intéresse pas. Moi, je les avais emmenés pour lui montrer que j'avais un vrai intérêt et attrait pour la chose. Mais voilà, il est très, j'ai le mot en anglais qui me vient, il est très percutant, très tranchant à ce moment-là. Et je me souviens qu'une des dames, c'est la directrice de l'université de Marne-la-Vallée, qui fait donc une formation en cinéma et qui s'occupe du pôle vidéo, donc documentaire, de cette formation. Alors que le monsieur, étant le directeur de l'école des Gobelins, s'occupe de la partie dessin animé. Et évidemment, il y a une interview en anglais, évidemment, ce qui me fait d'autant plus sourire aujourd'hui parce que je me vautre complètement. Je ne comprends rien de ce qu'il me dit, et pourtant je crois qu'il était anglais, donc il avait un accent assez clair. En plus, j'ai peur. Franchement, je ne réussis pas cette j'allais dire audition. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Cette sélection, en tout cas. Et je rentre chez moi dépitée. Je me revois dans les rues de Paris, bon, que je connaissais plutôt bien parce que c'était le quartier qui était pas loin de mon université, donc on était du côté d'Austerlitz, vous voyez, les Gobelins c'était métro les Gobelins, je crois d'ailleurs. On était pas loin. Et je me revois appeler ma mère et lui dire oh là là, je me suis vautrée, et puis reprendre mon train pour retourner dans ma campagne et tout. Et effectivement, sans grande surprise, on m'annonce que je n'ai pas été sélectionnée. Puis voilà, c'est tout. Alors vous allez me dire, mais où est cette expérience lumineuse dont elle me parle ? Nous sommes donc, je sais pas, franchement je me souviens plus, les entretiens étaient peut-être en mai, je sais pas. Vous voyez, fin d'année pour la rentrée de septembre. Et donc je suis recontactée par cette dame qui s'occupait du pôle vidéo, qui me dit écoutez, je suis désolée que vous ayez pas été sélectionnée, par contre votre profil correspond vraiment aux étudiants que nous on a à l'université de Marne-la-Vallée, donc je vous conseille de remplir une inscription pour la rentrée prochaine dans le pôle cinéma et vous serez intégrés dans nos classes et vous avez toute votre place là-bas. Et voilà où se passe mon expérience lumineuse. Nous sommes le vendredi à 2 jours de la rentrée. D'accord ? Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est la rentrée à l'école des Gobelins. Je suis en train de remplir mon formulaire d'inscription à l'université de Marne-la-Vallée. Les rentrées pour les universités sont assez tard, ou en tout cas à l'époque étaient assez tard, elles étaient autour du mois d'octobre. Donc pour la paperasse, on faisait ça pendant les vacances d'été, on était tranquille. Par contre, la rentrée des Gobelins, c'était plutôt septembre, ok ? Donc je suis en train d'écrire sur le papier mes coordonnées pour intégrer l'université de Marne-la-Vallée. Et là, je reçois un coup de fil. Donc je suis chez ma mère. J'habite encore chez ma mère. Je reçois un coup de fil, et c'est le directeur de l'école des Gobelins qui me dit « Mademoiselle Couture, nous avons eu un désistement sur la formation qui commence dans 2 jours, et vous êtes la première sur la liste d'attente. » Et là, le lumineux me donne une claque aller-retour, quoi. Pam, pam, je suis choquée. Et je suis tellement choquée que je lui dis, et à l'époque, c'est pas du tout mon genre, hein, je lui dis « Mais je croyais que j'avais complètement raté mon entretien. » Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. J'ai complètement raté mon entretien avec vous. Et il me dit « Non, absolument pas. C'est juste qu'il a fallu faire des choix et qu'il y avait des profils qui étaient davantage évidents que vous. Et comme on a un nombre limité dans les classes, on a fait le décompte. Mais vous êtes la première sur la liste d'attente. » Et donc là, je lui dis, ce qui me ressemble pas du tout également, je lui dis « Écoutez, excusez-moi, mais
je vais raccrocher. Je vais raccrocher pour prendre le temps de réfléchir. Donc évidemment, je pense que je l'ai un peu choqué parce que il m'appelle quand même en one-to-one pour me dire « venez lundi » et moi je suis en train de lui dire « j'ai quand même besoin de réfléchir, monsieur ». Mais j'étais vraiment choquée. Donc je lui dis « je raccroche, je vous rappelle le plus rapidement possible. » « Oui, alors faites vite quand même. Oh, oui. » Et je raccroche. Et je vais dans le salon, là où était ma mère, et je lui raconte. Et je lui dis « mais j'avais une telle impression d'avoir raté cet entretien. Et en plus, c'est dans 2 jours. Et ça me semble tellement proche. J'ai pas d'appartement sur Paris. C'est du temps plein. Enfin, c'est du temps partagé entre lundi, mardi, mercredi à l'école et jeudi, vendredi en entreprise. J'ai rien préparé. J'ai pas fait la journée d'introduction où tout le groupe s'était rencontré. Je peux pas faire les allers-retours tous les jours et voilà, j'ai pas de studio. Qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, je vous mens pas, je ne me souviens pas si c'est ma mère qui m'a dit t'y vas et on trouvera nos solutions, si c'est moi qui me suis dit je trouverai mes solutions, si on s'est dit c'est la catastrophe mais on va y aller quand même. Je ne me souviens pas de ce qu'on s'est dit. Tout ce que je sais, c'est que je sais que ma vie va changer si je dis oui, d'une certaine façon, et si je dis non, d'une autre façon. Et résultat des courses, je rappelle le monsieur pour lui dire oui. Et finalement, tout se met en place à partir de là. Je trouve un petit studio, enfin voilà. Et j'arrive comme un cheveu sur la soupe avec une autre personne, je me souviens, qui s'appelle Sophie, qui est directrice de studio maintenant, qui a monté son studio. On était les 2 rattrapés sur la liste d'attente, les 2 qui n'avions pas fait la journée d'introduction et qui nous sommes retrouvés là, waouh. Et cette expérience finalement a continué, en ce sens que au moment où, donc j'arrive comme un cheveu sur la soupe, je dois trouver l'entreprise qui m'emploiera les jeudis et vendredis en contrat professionnel, je galère. Parce que tout le monde a soit des contacts dans ma classe déjà, ou s'y est pris en temps et en heure. Okay, donc moi j'arrive en retard. Je ne viens pas non plus d'une école de dessin. Donc il y avait des gens dans ma classe qui se connaissaient les uns les autres, que moi pas du tout. J'étais peut-être celle qui avait le niveau le plus médiocre sur le papier de toute ma classe. Parce que moi j'arrivais d'un DUG universitaire, quoi, en cinéma. Et je passe un entretien avec 2 autres de mes collègues de classe pour la même boîte. Ils en choisissent une, mais c'est pas moi. Elle décline, donc ils choisissent la 2e. C'est toujours pas moi. Elle décline. Je ne me souviens plus les raisons qui ont fait que ces 2 filles n'ont pas accepté de travailler dans cette boîte qui à l'époque s'appelait SIP Animation, qui n'existe plus maintenant. Et finalement, c'est moi qui me retrouve choisie entre guillemets la dernière, par défaut. Des 3 choix, j'étais le dernier. Et c'est parce que les filles se sont désistées au même titre que la personne qui devait être dans cette classe s'est désistée, que j'ai trouvé ma place. Et après, si vous connaissez mon parcours professionnel, vous savez que toutes les portes se sont ouvertes dans l'animation, que j'ai eu une super carrière pendant des années dans les studios parisiens à faire de la série télé animée. J'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai eu des expériences extraordinaires qui m'ont mené à aller travailler pour les studios Hardman en Angleterre à Bristol. D'où mon expatriation sous prétexte de cause professionnelle. Voilà, ma première expérience, en tout cas la première que je vous partage, sur le numineux. Ce moment où je me suis dit, il y a quelque chose de plus grand que moi. C'est merveilleux et c'est effrayant à la fois parce que ça me dépasse tellement. Qu'est-ce qui se passe ? Ma deuxième expérience que j'aimerais vous partager, et c'est la 2e expérience chronologiquement. Donc cette première expérience, j'ai 19 ans. 19 ans quand elle m'arrive. Ma 2e expérience, j'ai 35 ans peut-être ? 35 ans. Ouais, je veux pas dire de bêtises. Peut-être 34 ? Peut-être 34. En tout cas, on est dans ces eaux-là. Alors celle-là, elle est plus vulnérable. Je vous partage un épisode de vie où j'ai fait une expérience que j'estime transcendantale. Ça se dit en français, je crois. Où je me suis pas reconnue pendant un moment décisif de ma vie. Je suis donc avec John, le père de ma fille, depuis plusieurs années. John qui a des soucis avec l'addiction, que j'ai rencontré sobre, que j'ai fréquenté pendant des années en toute sobriété également, et qui se fragilise pendant la période Covid.
parce que je crois que l'effet est double. Le premier effet, c'est que ces groupes de soutien ferment pendant un moment, les meetings, les cercles d'anonymes. Ça doit pas durer très longtemps, parce qu'assez rapidement, ils sont figure de proue sur la mise en ligne de groupes de parole. Ils se remettent assez rapidement en œuvre. Mais par contre, l'expérience est différente. C'est plus du présentiel, c'est plus dans les lieux qu'on connaît, c'est au travers d'un écran d'ordinateur. Et se posera toujours la question de savoir si ça a participé au désengagement de mon ex-compagnon à l'époque, du coup. En tout cas, on a une première quarantaine, une deuxième quarantaine. Son travail, lui qui travaillait à distanciel, augmente considérablement. Et il perd ses repères, il perd l'intensité de son réseau de soutien, tout en voyant l'intensité de la demande liée au travail devenir exponentielle. Il y a quelque chose qui se dérègle dans ses habitudes pour garder sa santé mentale saine. Et il fait une première rechute. Et donc moi je m'en rends pas compte, et je m'en rends pas compte pendant des mois de comportements étranges où en fait je trouve plein d'excuses, alors que c'est sous mon nez, et je suis incapable de le voir, comme si j'étais dans le déni. Plein d'excuses au fait que ils me disent je vais faire le tour du pâté de maison, j'ai besoin de m'aérer, ce que je comprends totalement parce qu'ils travaillent derrière un écran toute la journée, au-delà d'un certain nombre d'heures de travail qu'on estimerait raisonnable. Et le voilà qui s'en va faire son tour de pâté de maison et qui ne revient pas. Et qui passe une partie de la nuit dehors, et qui revient très tard, et qui veut à peine me parler quand il revient, qui se couche tout de suite, qui a l'air un peu déphasé, un peu étrange. Et puis il y a ces épisodes où il s'enferme dans les toilettes pendant des heures en prétextant avoir très mal au ventre et se sentir mal, et ce que je comprends aussi, parce que je me dis c'est son travail qui le rend malade, et il a besoin de s'isoler, un peu comme des fois ça nous arrive, on va pas se mentir, dans les toilettes, on prend notre téléphone, et hop, on perd la notion du temps. Mais ces épisodes deviennent de plus en plus nombreux, et je m'inquiète pour sa santé mentale, mais je n'envisage pas une seule seconde qu'il y ait une substance liée à ça. Et donc à ce moment-là, je suis jeune maman, je crois que Violette a 2 ans. Et on est passé au travers des quarantaines. Moi, j'ai eu mon congé maternité, j'avais commencé à remonter ma clientèle, le Covid est arrivé, donc bam, ça redescend. Entre les quarantaines, j'essaie de remonter un peu de clientèle, et puis bam, ça descend, parce qu'il y a des quarantaines qui reviennent, et après la confiance est un peu émoussée. À ce moment-là, j'ai fait une reconversion professionnelle, je suis plus du tout dans l'animation et dans la gestion de production. Je suis masseuse thérapeute, à mon compte. Donc le Covid, on sait ce que c'est, et vous savez ce que c'est si vous étiez à vos comptes déjà à cette époque-là, ça remet beaucoup de choses en question. Et en plus, je suis jeune maman, donc bon. John, c'est un peu la figure responsable qui fait que on a de l'argent qui tombe tous les mois, on va dire. On a des rentrées d'argent tous les mois, et c'est lui qui assure notre sécurité. Et je me doute pas une seule seconde que il fait une rechute et il utilise des substances de nouveau. On a toujours eu un budget serré, donc voilà, je me rends pas compte, vraiment. Ça dure des mois, les amis, des mois. Et un jour parmi d'autres, où il est parti le soir, il n'est pas rentré de la nuit, impossible de le joindre, impossible de dormir. Il est 6h du matin, et je me retrouve nez à nez avec lui dans l'escalier. Il est en bas de l'escalier, qui monte jusqu'à chez nous. Alors c'est l'escalier est dans notre appartement. Et moi je suis en haut de l'escalier. Et là je comprends. Et je ne sais pas comment je comprends. Je ne sais pas. Alors je peux vous donner tout un tas de raisons. Je le vois à la lumière du jour, je le vois tout penaud, je le vois avoir une attitude qui ne lui ressemble pas, je le vois trembler, mais en même temps, je vais vous dire la vérité. C'est comme si quelque chose me pénétrait, une connaissance me pénétrait, des œillères qui explose, une réalité qui changeait, vous voyez. Et là, je ne peux même pas vous dire combien de temps ça a duré. Je ne sais pas si ça a duré 15 minutes, je ne sais pas si ça a duré 3 heures. Je deviens une version de moi irréprochable. Et quand je vous dis irréprochable, c'est pas que j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Tout ce brouillard mental qui me suivait à l'époque, un peu moins maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé, mais qui me suivait à l'époque, qui me faisait douter des mots que j'utilisais, du ton que j'employais, de ma légitimité à exprimer certains sentiments et à faire certaines demandes. Et
ce sentiment de culpabilité à l'issue de n'importe quelle conversation sérieuse qui me faisait me dire que j'ai été trop dure, j'ai été trop méchante, je ne pourrais jamais assumer les conséquences de mes prises de décision et mes prises de position, tout ça, ça a dégagé. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Je n'ai pas d'image à vous donner pour vous expliquer ce qui s'est passé. D'un coup d'un seul, peut-être la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un alignement divin. J'ai dit à John, en résumé, parce que je me souviens pas des mots exacts que j'ai employés. J'ai compris ce qui se passe. Je comprends que ça fait des mois que ça dure. C'est toi qui as les solutions, pas moi. J'ai peur. Tu vas partir de la maison. Tu vas te soigner au mieux, avec les outils dont tu disposes, les méthodes dont tu disposes, l'argent dont tu disposes. Tu pourras voir ta fille, avec mon autorisation, et on reparlera du futur quand je serai prête. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Je me souviens que John, à ce moment-là, était paniqué, comme on le serait. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et l'argent, et tous ces arguments qui pesaient toujours dans la balance. Oui, on est à court d'argent, oui. J'étais là. C'est pas mon problème. Et je veux pas le savoir. Et en même temps que je disais ça, je ne me trouvais ni méchante, ni coupable, ni victimisante, ni rien du tout. Je me trouvais juste alignée et juste. Alors on peut mettre plein de qualificatifs sur cette expérience, mais moi je la considère comme lumineuse, parce que cette espèce d'axe et de positionnement dans lequel j'étais, qui ne contenait aucun sentiment de l'ordre de la colère, ou de la vengeance, ou de l'envie de punir, ou il y avait quelque chose de juste positionné en moi, qui s'est libéré ou exprimé à ce moment-là. Ça a duré 2 mois. Pendant 2 mois, il est parti. Pendant 2 mois, le financier, ce n'était pas mon problème. Moi, je m'occupais de ma fille. J'essayais de remonter mon business. Et j'avais pas de brouillard mental. Et à l'issue de ces 2 mois, on est partis en vacances ensemble avec Violette et on a pris des décisions. On s'est dit qu'on allait retenter de se remettre en relation et de tourner la page. J'ai imposé un déménagement que je demandais depuis des années et qu'il me refusait parce que c'était lui qui avait le revenu le plus conséquent du foyer et que on attendait que j'aie proportionnellement quelque chose de plus stable et de plus conséquent moi dans mon activité. Alors pas facile, entre la maternité et le Covid, ça a pris quelques années, on va pas se mentir. Enfin, si on se ment pas du tout, c'est pas que ça a pris quelques années, c'est que je n'ai jamais réussi à retrouver l'équivalent d'un SMIC pendant des années, d'accord ? Mais donc comme lui avait le financier entre les mains, il avait aussi le décisionnel entre les mains. En tout cas, c'était l'histoire qu'on jouait tous les deux ensemble. Aujourd'hui, de là où je suis maintenant, ça se passerait plus du tout comme ça. Ça serait pas le même deal, les amis. Mais à l'époque, voilà, c'était lui qui ramenait la majorité du financier dans le foyer, donc c'était lui qui avait la part des votes la plus conséquente. Donc on décide de déménager, chose du coup que je demandais depuis des années, mais comme je n'avais pas les moyens de couvrir un prorata suffisamment intéressant en termes de participation du loyer, nous ne le faisions pas, donc on se rapproche de la mer, on s'éloigne de la ville, on se rapproche de gens qu'on connaît aussi qui peuvent nous aider avec Violette, la petite. Voilà, on va chercher quelque chose de plus proche de la nature, de moins urbain, de moins tentant, parce qu'on va pas se mentir non plus, Brighton, là où on habitait à l'époque, s'il y a tant de cercles de parole à Brighton, c'est qu'il y a beaucoup de drogue aussi. C'est vraiment l'archétype de l'addiction. À Brighton, c'est tout l'un et tout l'autre. On a le meilleur soutien du monde, mais on a aussi les pires cataclysmes liés à ça, quoi. Donc je dis à John, ça fait des années que ça dure, on va déménager, et puis tu vas mieux t'organiser avec ton travail pour préserver ta santé mentale davantage, tu iras marcher au bord de la mer et plus dans les rues de Brighton, et puis comme ça ton dealer il sait plus où on habite, tu me donnes son numéro, je veux te voir l'effacer de ton téléphone, même si je sais que tu le connais par cœur, mais moi je donne ce numéro là aux flics, voilà, on met les choses à plat. On a donc déménagé, donc je crois que c'est en juin que j'ai eu cette conversation dans les escaliers. On déménage en octobre, ça se passe très mal.
Ça se passe très mal, il est très dans la rancœur de déménager, il m'aide pas du tout à faire les cartons. Heureusement, on se fait accompagner par une thérapeute de couple. Et en janvier, rechute, remensonge, resubstance, retruc et remachin. Et c'est là que j'ai pris la décision de me séparer du père de ma fille et quelques mois plus tard de rentrer en France. Mais vous voyez, ma deuxième expérience avec le lumineux, c'est quelque chose qui m'a traversée, pas comme un paysage, c'était pas une méditation non plus, mais il y a quelque chose qui s'est aligné en moi de l'ordre du j'étais transcendée, de l'ordre du divin. Toutes les préoccupations humaines ont disparu le moment de cette conversation. Et je me sentais tellement au bon endroit. Sans cultiver la méchanceté, vous voyez, les sentiments très humains, très... Il y a eu quelque chose de vraiment très épanoui qui s'est ouvert dans cette conversation. Voilà. Sujet un peu délicat quand même. Mais je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Et enfin, dit-elle, en prenant un verre et en buvant, ma troisième expérience lumineuse, celle que vous attendiez tous, et celle-là, elle est beaucoup plus drôle que la deuxième. Beaucoup plus grosse, ça je ne sais pas. Beaucoup plus drôle que la deuxième. Mais il en faut, vous voyez, on parlait de la définition du lumineux au début avec c'est merveilleux et c'est horrible en même temps. Ma première expérience que je vous ai donnée, elle était gentille. Sur le moment, elle était moins gentille, parce que t'as l'impression que c'est ta vie qui se joue à 19 ans quand tu remplis tes papiers universitaires. En fait, pas du tout, mais ça, tu ne le sais pas à ce moment-là. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mon Dieu, rien n'est prêt. Rien n'est prêt, comment je vais donner corps et réalité à cette merveille qui vient de me tomber dessus, quoi. Deuxième exemple, vous voyez comme d'une situation cataclysmique, parce que je crois que quand on réalise que le père de notre enfant et notre compagnon de vie nous ment sur cette échelle, parce que quand on utilise des substances, c'est pas juste utiliser des substances, c'est exposer sa famille à un certain nombre de risques au travers de soi qui utilise la substance, mais aussi c'est aussi simple que le nombre de fois où il a dû conduire la voiture avec moi dedans et notre petite fille, et je savais pas qu'il était sous substance. Le nombre de personnes qu'il a dû fréquenter, et dans une certaine mesure, je ne sais pas tout, je ne le saurai jamais, je ne veux pas le savoir, déjà parce que ça ne changerait pas mon expérience, ça ne m'aiderait pas à guérir ou à passer au-dessus de quoi que ce soit, mais également parce que lui non plus ne s'en souvient pas. C'est se mettre dans des situations qui sont vraiment tellement risquées, et ça se diffuse dans toute la cellule familiale, que, vous voyez, quand on est confronté à ça, il y a quelque chose de cataclysmique de se dire j'ai baigné dans cette expérience et il va falloir faire des choix qui vont altérer ma vie, la vie de mon compagnon et la vie de mon enfant. Et ça, c'est pas des petits choix qu'ils se prennent en une seconde ou en un mois, ou qu'ils se fassent seuls ou avec un thérapeute, et sont des choix cataclysmiques pour une cellule familiale. Mais le lumineux, parce que quelque chose m'a transcendé, qui était bien plus grand que moi, qui était bien plus universel, qui était bien plus sage. Et heureusement que cette entité a pris le volant. Parce que, à froid, comme ça, tu m'aurais demandé de gérer la situation, sans cette intervention. On ne saura jamais, mais je pense pas que ça se serait passé comme ça. Et puis, je l'ai vu aussi dans la façon dont John me regardait et m'écoutait. Soudain, et c'était pas juste parce que j'avais le dessus, parce que j'étais sobre et pas lui, parce que j'avais l'argument ultime qui pouvait détruire sa vie, si je l'emmenais au commissariat et tout ça. C'était pas juste ça, c'était comme si j'avais une voix et une présence qui étaient inévitables, et avec lesquelles on ne pouvait plus négocier. Et que ça a fait du bien sur le moment. C'était simple. Pas facile, mais simple. Alors, à la troisième expérience, celle que vous attendiez tous, l'expérience du train. Alors attendez, où est-ce que je commence? Parce que... Ok, je commence avec John. Comme ça va bien nous rapprocher aussi avec la deuxième expérience. Prenez un moment peut-être, si vous avez le visuel, pour regarder ce chat. Il est là depuis le début, et c'est pour ça que j'ai anglé la caméra comme ça.
parce que je me suis dit, pour les amateurs de chats, et puis alors là, vous voyez, vous avez carrément le ray de lumière qui s'est déplacé pendant l'épisode. Vous voyez que le chat s'est positionné de façon extrêmement judicieuse pour en profiter au maximum. Donc, je reprends avec John. John, admettons en août, pareil, hein, j'ai pas remonté l'échelle de temps, donc je fais des approximations. J'ai une conversation difficile avec John. Donc ça, c'est en 2024, en août dernier. John me dit, écoute, donc on parle de ça, je suis rentrée en France, j'ai emmené Violette avec moi, John peut la voir à toutes les vacances, mais il doit faire des tests de toxicomanie avant pour prouver qu'il n'est pas sous substance et n'a pas été sous substance sur les 3 derniers mois. Donc pour l'instant, tout se passe bien, les amis. Ça fait à peu près 2 ans que ça dure. Mais nous sommes coparents, nous avons donc des conversations plutôt sérieuses et parfois difficiles. Tout ça pour dire que John me recontacte pour me demander de l'argent. Et donc on est au mois d'août et il me dit, écoute, je suis dans une merde cataclysmique, je me suis endettée pour des raisons qu'il m'expose, je sais pas si j'y crois pas, mais enfin peu importe. Et je voudrais que tu m'aides, s'il te plaît, franchement, aide-moi. Je t'ai vraiment aidé quand toi t'avais besoin et que t'avais plus ton travail avec les quarantaines. Et donc je réfléchis plusieurs jours, évidemment ça me rend malade, et je me dis, voilà ce qu'on va faire. Je vais lui rembourser ma nationalité anglaise. Quand on s'est quitté, je passais mes tests pour avoir la nationalité britannique, et il a tenu à me la financer, et je me dis, je vais lui rendre cet argent. Je vais lui rendre cet argent, t'as été gentil avec moi, t'as voulu participer à quelque chose qui me concernait au moment où on se séparait, et aujourd'hui, tu as besoin, je te rends cet argent. Évidemment que je me dis, si ça se trouve, il s'est endetté à cause de la drogue, et voilà, évidemment que je me dis tout ça, mais après plusieurs jours à m'en rendre un peu malade, et à vouloir prendre une décision, je m'arrête sur cette décision-là. Je lui donne donc un certain montant d'argent. Et puis, donc là on était, admettons, en août, et puis en septembre, je vais à une retraite qu'organise mon chéri Julien, à laquelle je participe, une retraite de plusieurs jours en Bretagne, de 4 jours si je dis pas de bêtises. J'y participe en tant qu'intervenante, mais évidemment, quand on fait les constellations, quand on fait les cercles, quand on fait d'autres activités que je lead pas moi-même, ben je suis participante comme tout le monde, quoi. Donc je me fais secouer pendant ces 4 jours, les amis, mais secouer. Je fais des activités qui me bouleversent, je me sens épuisée, je vais me confronter à mes ombres, enfin voilà, une retraite bouleversante, on va dire. Bouleversante. Et donc, on est début septembre, cette retraite est en Bretagne. Moi, j'habite en Vendée, et Julien, à l'époque, habite en Bretagne également. Donc, je prends une semaine pour monter en Bretagne, faire la retraite, et redescendre en Vendée, m'occuper de ma fille. Donc, je laisse ma fille à ma mère pendant une semaine. Ma mère qui accepte parce qu'elle veut m'aider à concrétiser ce projet professionnel, mais je sens bien que ma mère, elle a 70 ans, elle va avoir 70 ans là, je sens bien qu'elle est pas... C'est pas anodin pour elle de se lever tous les jours à 6 heures pour emmener ma fille à l'école et d'aller la récupérer le soir et de gérer les devoirs et les trucs et les machins. Donc moi je me dis, oh là là, une semaine c'est énorme. Je prends un billet de train pour rentrer genre le lendemain du retour de la retraite, quoi. Sauf que je fais cette retraite qui me dégomme, je rentre épuisée. Enfin, je vais chez Julien. Je rentre chez Julien, en Bretagne. Épuisée, pour genre prendre mon train le lendemain. Et donc, on se retrouve à la table du petit déjeuner. Et là, je fais un mouvement. Et je me cogne à un coin de la table. C'est une table en bois. Je pense que elle était ronde dans mon souvenir, mais je pense que je me cogne. Vous savez, quand c'est des tables où on peut ajouter des rallonges, il y a toujours des angles en dessous, vous voyez. Et je me cogne, mais à un endroit un peu comme, vous savez, cet endroit qui tue là, au niveau du coude. Quand vous cognez, ça vous fait le petit Jésus, c'est ça? Ben, je m'en trouve un par là. Alors les spécialistes sauront exactement de quoi je parle. Et je sens, et je sais, parce que je suis tombée dans les pommes quelques fois dans ma vie, je sens que, vous voyez, ça commence ça se déploie de l'endroit où je me suis pincée ou cognée. Et souvent, si je me suis évanouie, c'est parce que je me suis coincée un bout de doigt, mais sans me faire des trucs extraordinaires, mais pincée à des endroits de la main, vous voyez,
Apparemment, c'est l'endroit le plus sensible du corps, parce que plein de terminaisons nerveuses. Et donc, je me cogne là et je sens les fourmis qui se déploient. Et je dis à Julien, je me sens pas très bien. Et il le prend un peu à la rigolade. Et moi, j'ai juste le temps, parce que je me sens partir, de poser, vous voyez, mon bras sur la table comme ça, hop, et de cacher ma tête dedans. Et donc, je tombe dans les pommes. Et un certain laps de temps passe, qui a l'air d'être une éternité. Enfin, si vous êtes déjà évanoui, vous voyez de quoi je parle. Et donc, je remonte à la surface. Et je suis par terre. Et Julien me parle, et il a mes jambes sur lui. Et voilà. Et donc, je suis pas bien. Déjà parce que, évidemment, pragmatiquement parlant, je suis tombée dans les pommes. Mais tout de suite, je me dis, je peux pas prendre le train. Il va falloir dire à ma mère qu'elle doit garder Violette plus longtemps. Je vais me faire défoncer. C'est mon premier réflexe. Je me sens hyper coupable, ça me rend malade, en plus du fait que je me sente très mal. Donc c'est bien, c'est au service, hein, mais... Et finalement, je sais pas combien de temps je mets pour me remettre debout. Hein. Julien me porte jusqu'à la chambre, je m'allonge. Je suis vraiment pas bien. Et finalement, Julien appelle ma mère pour lui dire « Dominique, Eugénie, elle va pas rentrer demain. Elle va pas rentrer après-demain non plus. On va lui laisser 2 jours pour se remettre sur pied. » Et voilà. Donc, j'annule mon train et je rebook un billet pour 1, 2, 3 jours plus tard. En me sentant super coupable, en ayant l'impression de trahir ma mère, d'être le pire poids du monde, la pire fille du monde, une chochotte, enfin tous les trucs possibles et inimaginables, voyez, qui feraient que je me sentirais tellement coupable de juste admettre que si t'es tombé dans les pommes, Eugénie, c'est peut-être parce qu'il faut rester en position horizontale un petit peu et récupérer, et en plus tu le sais parce que pendant 4 jours, ça t'a dégommé, tu le sais que ça t'a dégommé cette retraite, et c'était fait pour, donc ça a bien servi sa fonction. Maintenant juste tu intègres en position horizontale, voilà, merci, bonsoir. Donc je suis restée en position horizontale pendant 2 jours, et pour celles qui connaissent l'histoire du train et de l'alias de billets, vous voyez déjà la chose se profiler. 3 jours plus tard, je vais prendre mon train. Je vais prendre mon train avec Julien qui me dépose à la gare et qui m'accompagne jusque dans le wagon. Donc on attend que le train arrive, on choisit notre petit wagon, c'est placement libre. On choisit un siège et, pour moi, hein, juste pour moi, pas pour lui. Et je vois sous les sièges qui sont devant le siège que je me suis choisi. Vous n'avez pas entendu, mais ça a couiné, c'était très mignon par là. On voit un billet de 50 € par terre. Et là, on est tout excité, on est trop content. On est là, oh, incroyable, c'est pour ça qu'il fallait prendre ce train et pas celui d'il y a 2 jours. Incroyable, ouais, c'est l'abondance, c'est l'univers qui nous parle, qui nous dit voilà votre signe. Génie, tu avais besoin d'un signe pour valider que tu te sois reposé, pour te féliciter de t'être reposé et d'avoir fait la retraite. Et il est là, super. Donc je m'assois, on se dit au revoir, bisous. Et entre le moment où il sort et où il fait le tour du wagon, pour me faire coucou à la fenêtre, chose que je ne verrai pas, je me rends compte que au-dessus de là où était ce billet de 50 €, on est donc sous les sièges de devant. Au-dessus, entre les accoudoirs du milieu des sièges de devant, juste posé, comme ça, posé, bien à la verticale comme ça, il y a une liasse de billets. Et là, alors le lumineux était déjà présent. Vous l'avez senti, le lumineux, déjà quand on a vu le billet de 50 €, c'était le lumineux, cette chose immense, incroyable. Sauf que il n'y avait pas la dimension, j'ai peur, je vais mourir, c'est tellement plus grand que moi que je bug, ok ? Elle arrive parce que quand je vois cette liasse de billets, alors là je me dis plus, oh mon Dieu, c'est merveilleux, 50 €, ah, je me dis, oh, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a tout qui s'emballe. Et j'ai vraiment peur. Alors, je pourrais vous expliquer, si je réfléchis bien et que j'intellectualise le truc, pourquoi j'ai eu peur à ce moment-là, mais sur le moment, je j'intellectualise pas, je transpire tout de suite, vous voyez. Tout de suite, je transpire, mon cœur fait... Et donc, je prends la liasse de billets, je veux les compter, mais en même temps, non, parce qu'il y a quand même quelques gens dans le wagon, et je me dis, est-ce que quelqu'un va venir pour me tuer ? Enfin, ça par contre, je me le dis, hein. Il y a quelqu'un qui va venir, j'ai peur. Et... avant de prendre cette liasse, je prends une photo, parce qu'on est en 2025 quand même, les amis, hein, on fait ce genre de choses. Alors non, attendez. Là, c'est pas 2025, on est d'accord, on est plutôt dans les années 2000. En 2025, on voit plutôt ça.
J'imagine les jeunes qui regardaient et qui comprenaient pas ce que je fais quand je fais ça. Ça, c'est un appareil photo old school. Et ça c'est encore plus old school parce que ça, c'est les appareils photo jetables. Il fallait rembobiner pour... c'est quoi une bobine? On vous expliquera ça plus tard, vous inquiétez pas. C'est très 1985 tout ça. 1990 peut-être. Bon. En 2015, je prends une photo et j'envoie un message à Julien en lui disant regarde ce que j'ai trouvé. En fait, Julien, il est dehors, il essaye de me faire coucou. Il y a un monsieur dans le train qui voit que Julien est dehors, il essaie de me faire coucou. Et moi, je suis paniquée avec mes billets. Et le mec, il me dit madame. Donc moi, j'ai très peur. Oui, quoi? Il y a le monsieur, il essayait de vous dire au revoir. Ah oui, d'accord, pas de problème. Peu importe. Et du coup, j'ai tellement peur que je cache la liasse de billets dans mon sac. Et là, on va pas se mentir, je vis 3 heures de malaise. De malaise parce que il y a le très très incroyable et très très beau du lumineux qui me frappe. Mon Dieu, c'est une très grosse liasse de billets. Il y a l'air d'y avoir pas mal de billets de 50 dans cette liasse. Et si ça se trouve, c'est un signe. C'est un signe. Ils sont à moi, quoi. Moi, à ce moment-là, au niveau des finances, c'était serré. Je venais de faire ce don à John. Alors, la boucle, on est en train de reboucler la boucle, vous allez voir. Je venais de refaire ce don à John, et puis j'étais en pleine culpabilité de me dire, mais je suis restée 2 jours de plus que ce que je devais pour me reposer, quel égoïste, et trucs et machin. Donc il y a cet aspect incroyable de cet argent peut m'appartenir et être ce signe qui aurait validé mon expérience, et le fait que je sois restée plus longtemps, et cet encouragement, et peut-être que c'est aussi... un prolongement de la retraite. Vous voyez, c'est cette espèce de cercle vertueux. Oui, t'en as bavé à la retraite, mais t'es allé voir tes ombres et du coup, il y a quelque chose en toi qui s'est détendu, il y a quelque chose en toi qui s'est amélioré, il y a quelque chose en toi qui a avancé, et ça fait partie de ta nouvelle réalité, les rentrées d'argent, les cadeaux, et accepter les cadeaux inattendus, mais en même temps, de ce très très beau, il y avait le très très noir. Alors déjà, tout de suite, Julien me dit, ça se trouve, c'est l'argent de la drogue. Ce qui me fait rire par rapport à mon passif avec John et le fait que j'ai fait un don à John. Souvenez-vous de ça, hein, on va y revenir. Et effectivement, moi je me dis, il y a soit quelqu'un qui va venir dans le wagon paniquer, mais paniquer genre violent, vengeance, agressif, je dois récupérer mon argent. Et auquel cas, je n'ai pas de doute sur ma capacité à juste sortir les liasses du sac en disant, je les ai trouvés, je les ai rangés en sécurité, s'ils sont à vous, je vous les rends. J'ai peur que la police arrive et fasse le tour et que pareil, je ne doute pas de ma capacité à, mais j'ai quand même peur de cette confrontation. Voilà, je les ai trouvés, je les avais mis dans mon sac. Hein. J'ai peur éventuellement de devoir prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe si la police passe mais ne demande rien à personne, le contrôleur, voilà. Donc je vais pas vous mentir, pendant 2 heures, 3 heures, le très beau et le très providentiel et le sacré, c'est mêlé parfaitement avec le très flippant, le très menaçant et le très perturbant. Après, quand je suis arrivée à Nantes et que j'ai fait mon changement de train, là, ça a été une autre histoire. Parce que j'avais vu les contrôleurs passer, mais personne n'avait rien demandé, parce que aucun individu agité n'a traversé mon wagon, parce qu'une fois que j'ai été dans un autre train, la probabilité statistique que je tombe sur quelqu'un qui me réclame ses billets, ou m'agresse, c'était plutôt ça le danger, hein, ou m'agresse, ou crée un épisode de grosse tension, diminuait statistiquement très très fort. Voilà, donc je suis rentrée chez moi, avec une liasse, dont j'ai compté le contenu, et en toute transparence, il y avait 1 300 € dans cette liasse. Alors tout de suite, je fais le calcul pragmatique, ça correspond à combien de loyer, je vais payer combien de semaines de nourriture avec, oh mon Dieu, merci mon Dieu, c'est incroyable, l'abondance, le truc, le machin, donc il y a quelque chose de sacré, lumineux pour le coup, qui se met en place. Et là, je me rends compte, plus tard, dans un second temps, que 1 300 € à ce moment-là, c'est environ 1080 pounds, qui est donc la monnaie anglaise, et que j'ai donné 1080 pounds à John, genre 15 jours plus tôt. Aujourd'hui encore, mais regarde, je viens de finir l'histoire et je suis encore là. Mais... Comment ? On sait pas.
c'est quand même incroyable sur tellement de niveaux cette histoire. C'est incroyable sur tellement de niveaux. Voilà, donc je voulais vous partager ces 3 expériences pour vous inviter déjà, pour utiliser le terme numineux. Ne nous mentons pas. Il est très beau ce terme, on avait eu envie de l'utiliser. Numineux. Numineux comme lumineux, mais à une lettre près, c'est pas ça. Pour mettre un mot sur le caractère de ces expériences qui nous arrivent, qui mêlent magnificence et effroi, incrédulité et foi, sacré et mondain. Et pour vous inviter à rescanner votre passé, c'est votre signe aujourd'hui, surtout si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, pour chercher ces expériences. Et je suis sûre que vous en avez déjà vécu. Ces expériences qui nous remettent à notre juste place. Et notre juste place, elle est sur un caillou qui flotte dans un univers, ou en tout cas un bout de l'univers, qui tourne autour d'une boule de feu. Et on est là à se dire, ouais mais quand même j'ai mangé trop de saucissons hier. Ouais mais je réussis rien de ce que je fais. Ouais mais l'univers me veut du mal. Je crois que ce genre d'expérience, ça remet quand même les choses à leur place. Et nous en premier. Cette vie qu'on vit est incroyable. Elle est incroyable. On voudrait la designer à l'échelle du très très grand, l'évolution humaine, mais également du très très petit, l'évolution de votre vie, d'où vous arrivez, les parents que vous avez eus, le clan qui vous a élevé à maintenant. On voudrait la designer, on n'y arriverait pas les amis. Donc, se souvenir de ces épisodes où on s'est dit « Waouh !» à l'anglo-saxonne, « Waouh, c'est génial » et « Waouh, c'est effrayant, c'est pétrifiant », c'est peut-être une activité, se remémorer ces épisodes-là, qui nous remet au centre de quelque chose de plus juste. Au centre d'une expérience qui n'est pas modifiée par nos perceptions humaines, qui n'est pas modifiée par notre discours avec notre ego. Quelque chose de plus neutre, vous savez. Les archétypes sont neutres. Les archétypes sont neutres, ils sont ni bien ni mal. Et je trouve que ce genre d'expérience, ça vient nous remettre au centre, au vrai centre. Pas le centre qu'on s'imagine, pas le centre qu'on mentalise. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous en avez eu des expériences comme ça, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, c'était mon invitation aujourd'hui. Vous inviter à vous remémorer où s'est trouvé le lumineux dans votre vie. Et à vous souvenir que si ça vous est déjà arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va revenir. On ne sait juste pas quand. Et une invitation également à l'identifier quand il est là. Ouais, mais c'est des coïncidences. Ouais, mais ça, c'est parce que X, Y et Z, des trucs et machin. Mais est-ce que vraiment on peut se l'expliquer ? Et est-ce que c'est important vraiment de se l'expliquer ? Je vous laisse avec ces questions. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir écouté The Wishing Well. J'espère que cet épisode t'a inspiré et donné des pistes concrètes pour avancer avec plus de sérénité. Si tu as aimé, pense à t'abonner, laisser un avis ou partager à une amie entrepreneuse qui en aurait besoin. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur Instagram, Eugénie_couture, pour encore plus de conseils et d'échanges. À très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi.